vous l'entendiez après. Fait que je vais faire ça au plus court. Donc, Émilie est infirmière depuis 2010 et pratique à l'UICPQ depuis 2011. Elle a effectué un séjour professionnel d'un peu moins de 4 ans dans le Grand Nord québécois. Depuis 2019, elle a intégré des nouvelles fonctions à l'UICPQ comme IPSSA en médecine interne au terme d'une maîtrise en sciences infirmières et d'un DS en soins à la clientèle adulte. Elle complète actuellement un DESS en relations publiques et une formation complémentaire en santé cardio-métabolique à l'Université Laval. Depuis les 2 dernières années, elle cumule plusieurs présentations à titre de conférencière et de modératrice sur différents sujets en lien avec les maladies métaboliques, plus spécifiquement en diabète et en obésité. Dans la dernière année, elle a siégé sur le Comité ministériel consultatif québécois en médecine bariatrique pour les services spécialisés, ainsi que sur le Comité de développement de la stratégie nationale de gestion intégrée du diabète. Elle occupe également le poste de coordonnatrice des stages et de chargée de cours pour les IPS en soins à la clientèle adulte à l'Université Laval. Donc, sans plus attendre, on va accueillir Émilie Vigneault-Simard. Bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous puis de clore cette journée fort intéressante que vous avez eue. J'ai pris le même fond d'écran que Dr. Beauchemin. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est vraiment de revoir des cas ensemble. Je pense que vous avez été mis un peu sous le spotlight dans les conférences de ce matin, là. Fait que, je ne veux pas nécessairement vous mettre mal à l'aise, mais c'est certain que la présentation va être un petit peu plate là, s'il n'y a pas de participation. À la maison, je vous invite à ouvrir vos micros peut-être là, pour y participer. Le pointeur a de la misère. Super. Donc, voici ma déclaration de conflit d'intérêts. J'ai reçu évidemment là, le support de Novo Nordisk pour la préparation de cette conférence-là. Puis, je reçois aussi des honoraires de conférencière là, de plusieurs compagnies pharmaceutiques en obésité ou en diabète. Également des honoraires de consultante pour différents ad-boards des compagnies qui font les médicaments en diabète. Avis de non-responsabilité de Novo. Donc, un plan de la discussion, en fait, je vous présente 5 cas qui vont vraiment faire un peu un tour d'horizon là, sur ce qui a été discuté plus tôt aujourd'hui. Donc, différents cas de prévention primaire, prévention secondaire, des cas de gériatrie. On m'a dit, dans le fond, des cas en première ligne, mais j'ai comme l'impression que ça ne veut rien dire. Tu sais, première ligne, c'est tout, là, finalement. L'accès, c'est ça, des fois, aux services plus spécialisés et limités. Donc, c'est vous qui suivez vos patients le plus compliqués en GMF. Donc, les objectifs, intégrer les notions acquises ce jour là, à l'aide de cas cliniques, optimiser la prise en charge du patient diabétique orphelin en première ligne, puis cibler peut-être les cas à référer en deuxième ou troisième ligne, puis connaître les outils utiles à la prise en charge du diabète. Donc, cas numéro 1, je présente un homme de 69 ans. En fait, c'est tous des cas de ma clinique que j'ai vus dans les dernières années. Puis, on clôt les cas en discutant là, de l'approche que moi, j'ai préconisée. Puis, je vous montre un peu là, comment ils ont évolué au fil des années. Donc, il y a un patient de 69 ans qui est connu pour une apnée du sommeil non appareillée, qui a un diabète de type 2 diagnostiqué depuis l'âge de 55 ans, une stéatose hépatique sévère là, qui a été démontrée à l'échographie en 2017. Puis un patient là, qui a eu une CCK en 2017. Au niveau des antécédents familiaux, son père et son grand-père paternel a souffert d'un MCAS, puis sa mère, les tantes puis grand-père maternel là, de diabète de type 2. C'est un patient qu'au niveau des habitudes de vie, là, il a cessé l'usage du tabac à l'âge de 30 ans, un antécédent tabagique de 9 paquets années, à peu près pas d'alcool, pas de drogue, des signes vitaux avec une tension artérielle élevée à 156 sur 91, fréquence cardiaque à 80 par minute, une saturation à 97 Le poids du patient est à 272,4 livres, une taille à 175 cm, puis un IMC à 40,3, donc une obésité grade 3. La médication, il prend de l'amlodipine, du pantoprazole, de la metformine, 850 BD, du candesartan plus de la chétézène. Il prend également du fer 2 fois par jour, du diabéta 2,5 mg BD, puis du Lipitor 20 mg dié. Bilan en mai 2022, il y a une hémoglobine à 143, une créate à 79, claire à 88. Il y a un ratio albumine-créatinine négatif à 0,84, une glyquée à 8,2
des LDL à 0,99, un non-HDL à 1,85, une petite faute de frappe, puis une ApoB à 0,86, il y a des ALT élevés à 92. Donc, lui, c'est un cardiologue qui me l'avait référé. Quels sont vos diagnostics pour M. Demers? Fonctionner. Un diabète mal contrôlé. Absolument. Je vais peut-être revenir aussi là, sur ces signes vitaux, puis les labos. Autre chose que vous voyez, lancez-vous, puis je répéterai si jamais le micro n'arrive pas suffisamment rapidement. Obésité. Oui, une obésité grade 3. Un syndrome métabolique. Tout à fait. Il y a une anémie supplémentaire, mais on ne sait pas trop pourquoi. C'est ça exactement, c'est un peu obscur. La stéatose hépatique aussi. Oui. Les ALT sont élevés à 92. Puis qu'est-ce que le bilan vous dit là, par rapport à sa dyslipidémie? Par exemple, considérez-vous, là, dans le cas d'un diabétique de type 2, que le patient a une dyslipidémie qui est bien contrôlée? Non? Super. Donc, essentiellement, un diabète de type 2 hors style. Est-ce qu'il y avait autre chose à la maison? Pas de micro qui est ouvert? Parfait. Donc, un diabète de type 2 là, qui est hors cible, pas d'atteinte micro ou macrovasculaire là, qui était démontrée avec ce qu'on avait là, au questionnaire ou dans le dossier. Statose hépatique qui était décrite à l'échographie, des ALT augmentées, puis une dyslipidémie là, qui est hors cible, un ApoB à 0,86. Juste revenir. Excuse, le petit pointeur a de la misère, puis je ne veux pas vous... Parfait. Voilà. Autre chose qui vous vient en tête, une obésité grade 3, on l'a nommé, ça faisait un assez bon tour. Absolument. Oui, l'hypertension artérielle là, qui était hors cible en bureau pour ce que ça vaut, mais tout à fait. Là, donc, ça fait un petit peu le tour là, des diagnostics pour M. Demers. Quel type de traitement viseriez-vous avec un patient comme M. Demers en termes de diabète, en termes de tension, en termes de lipides, de poids? C'est quoi son âge déjà? Le patient avait 69. Ouais, on a un petit peu moins sévère. Tout à fait. Donc, on me dit une tension artérielle en bas de 130/80 comme cible tensionnelle au niveau de la cible d'hémoglobine glyquée. 69 ans, pas de comorbidité associée. Quelle cible de glyquée est-ce que vous viseriez là, pour un patient comme celui-là? En bas de 7. En bas de 7 Parfait. Au niveau des lipides, les cibles de LDL, ApoB. Pour le LDL, en bas de 1,8. Donc, 1,8, c'est en prévention secondaire. Pour les patients diabétiques, prévention primaire. En bas de 2, un ApoB en bas de 0,8. Sa statose hépatique aussi, là, concernant son poids, qu'est-ce que vous viseriez là, à ce niveau-là pour M. Demers? Ben, c'est beaucoup la cible du tour de taille optimal, ce qui va être aidé par l'Ozempic qu'on va y mettre tantôt. Là. Notamment, mais on pourrait aussi viser une perte de poids, disons, de 5 à 10 qui déjà là, améliorerait le profil lipidique, le profil d'hémoglobine glyquée, puis donnerait un coup de main au niveau de la statose hépatique, assurément. Donc, ça couvre un peu les cibles de traitement là, qu'on vise pour un homme de 69 ans en prévention primaire qui demeure à haut risque cardiovasculaire. Là, on a brûlé la mèche. Là. On lui mettrait fort probablement un GLP-1. Mais comment est-ce que vous optimiseriez là, ce traitement-là chez M. Demers, hypothétiquement, qui est RAMQ, là, donc 69 ans RAMQ, glyqué à 8,2 là, qui est sous metformine, je vous le rappelle, puis diabète, on en a parlé aussi plus tôt. Andy, vas-y. On cesserait le diabète. Je pensais pas faire de l'activité comme ça à Julie avec ma présentation. Je pense que tu vas atteindre tes 10 000 pas aujourd'hui. Ben,
Je pense qu'on pourrait se permettre même LGLT2 avec le GLP-1 vu la prise de poids en plus, là, direct Absolument. aussi. Puis là, je regarde ça. Initialement, Lipitor. on a parlé en diabète. Je répète pour les gens à la maison, on le changerait pour du glyclaside, par exemple. Ouais. GLT2, GLP1, parfait. Mais tu sais, c'est peut-être qu'il fait des petits dispos de temps en temps. Là, en tout cas, non. Puis sinon, il y a le Lipitor qu'on pourrait probablement potentialiser aussi. Là, excuse, j'ai pas mes lunettes, puis je les oublie tout le temps. Absolument. Fait qu'il y avait Lipitor à 20, il y a un LDL là, à 0,99, mais c'est vraiment son non-HDL puis son ApoB là, qui n'est pas à la cible, qu'on pourrait doubler. Quand on double les statines comme ça, de façon générale, quelles sont les diminutions auxquelles on peut s'attendre? Est-ce que ce serait suffisant, par exemple, pour atteindre nos cibles dans le cas de M. Demers? Les gens fuient le micro. Ils sont gênés. Ça peut être à la maison aussi, là, si vous êtes, À la maison, je pense que là, il n'y en a pas. À la maison, vous pouvez répondre. Je vais aller les chercher vos réponses. Là, on s'est organisé pour chat. que ça soit dans le chat. Est-ce Super. qu'on Les peut gens retourner sont- sur la médication qu'il y avait déjà? Parce que je pense qu'il n'y a pas de glucophage de base. Oui, tout à fait. Metformine 850. Ah oui, il est là. Parfait, Ouais. merci. Je vais me promener dans les diapos là, en espérant que ce ne soit pas désagréable, mais en effet, là, c'était difficile vraiment de mettre toutes les comorbidités, médications, labo sur une même slide là, pour que ce soit digeste. Parce que tu vois, j'aurais peut-être plus rajouté un SGLT2, j'aurais vu quelle base ça prend, parce que tu sais, on a quand même, ça va diminuer ton hémoglobine glyquée, ça peut aussi jouer sur ton poids, ça va avoir aussi des bénéfices cardiovasculaires, tu sais, on dirait que je commencerais par ça, puis parce que tu sais, ton glucophage est comme pas mal de jours maximum, puis j'irais peut-être plus justement avec un SGLT2, puis voir quelle base ça prend avant de rajouter le GLP1, parce que tu sais, si on va vraiment favoriser ses habitudes de vie aussi, on peut avoir aussi une perte de poids, puis on va comme éviter le GLP1 aussi. En tout cas, on dirait que j'irais comme jouer safe avant de jouer trop agressif pour voir quelle base ça prendrait avec le SGLT2. Intéressant. C'est quoi les pertes de poids escomptées justement là, pour cette ligne de traitement-là, un SGLT2 généralement? Combien de kilos? Ben, c'est pas jusqu'à 3-4 kilos. Dans ces eaux-là, exactement. Super. Donc, Je vais t'ajouter ceux en ligne. Je peux-tu faire ça? Oui. Je suis ici. Je suis de l'autre côté. hello. Dans le fond, il y a quelqu'un qui dit qu'il ajouterait de l'ézetimibe. Mhm. Puis, il y a une autre personne qui dit ben les ALT sont augmentées. Fait que là, elle dit qu'augmenter l'Épitor est un petit peu frileuse. Peut-être le changer pour un Pravostatine. Fait que, OK. Toutes des bonnes considérations. C'est de voir aussi, est-ce que donc, fort probablement que les enzymes hépatiques sont augmentées en lien avec la stéatose hépatique. Souvent, on est plus frileux à l'introduction d'une statine quand vraiment on voit les enzymes hépatiques là, s'élever à ce moment-là. Si on regarde dans le DSQ, on voit, lui, que de façon historique, le son blanc hépatique est plus élevé. Il y a de la stéatose depuis un bout. On ne fait pas grand-chose avec ça. Puis là, tout le monde le voit, puis on ne fait pas grand-chose. Fait en effet, les étimibes, là, ça peut être une très bonne idée pour atteindre les cibles, justement, là, de dyslipidémie, des diminutions de 17 avec l'ajout des étimibes. Là. Donc, c'est certain qu'on sera aux cibles. Puis là, ben, je vous sens encore ambivalent, SGLT2 ou GLP1, qu'est-ce qu'on ferait? Les deux ont clairement des avantages. Puis moi, M. Demers, c'est un ancien collègue, en fait, c'est un infirmier. J'ai décidé de faire les deux en même temps parce que c'est un excellent patient. Il était à très haut risque cardiovasculaire. Puis, je vous rassure, ce n'est pas quelque chose que je fais de façon fréquente, mais pour lui, c'est un excellent patient pour ça. Je lui ai mis de la cana 300 mg puis de la sémaglutide à dose progressive, donc en juin 2022. J'avais changé son glyburide pour du glyclaside MR. J'avais demandé de contrôler ses tensions à domicile parce qu'en bureau, il était à 156. Je voulais savoir un peu là, quelles étaient ses tensions artérielles à domicile pour optimiser aussi son hypertension artérielle. En août 2022, donc peut-être 2 mois après, j'ai réussi à cesser son amlodipine là, parce qu'il avait perdu 20 livres en 2 mois. En octobre 2022, il avait des super de belle pression, glyqué à 5,9 %, il avait perdu 25 livres. Donc, 9 de son poids. Un IMC qui est passé de 40,3 à 36,7. Puis, un bilan lipidémique qui s'est nettement amélioré, là, évidemment, avec un counseling de changement d'habitude de vie là, en parallèle au fil des consultes, mais il a baissé ses triglycérides de 4,05 à 1,66. Il était revu en janvier, poids stable, glycémie, tension là, qui était optimisée, puis normalisation des enzymes hépatiques, là, il est passé de 92 à 34. J'avais même jasé de chirurgie bariatrique là, quand je l'avais vu
en juin 2022. Donc, pour M. Demers, ça a été ça ma conduite. C'était un patient parfait qui était très bien capable aussi là, de comprendre, de mettre le GLP-1 dans un premier temps, d'y aller plus progressivement, le GLT2 dans un deuxième temps. C'est tout à fait correct. Pour des patients qui ont des obésités grade 3, je pense que le GLP-1 est clairement plus puissant sur le plan de la perte de poids. Pour ma part, je pense que j'en prescris à presque tous mes patients. Là. On s'entend que je travaille en obésité et en diabète, là, donc j'ai pas l'impression que c'est un traitement qui est agressif puisque je le prescris tellement. Mais c'est ce qu'on avait fait avec M. Demers. Super bien évolué. Il est encore en prévention primaire, il n'a jamais fait d'événement. Ça ressemble à ça. Je ne sais pas s'il y a des Puis, questions. il n'y avait pas de question, mais il y a une personne, quand tu demandais GLT2 ou GLP1, qui disait, bon, on va y aller avec la préférence du patient. Aussi. Effectivement, s'il y a quelqu'un qui ne Tout veut à pas fait. se piquer, on n'aura pas le choix, mais... Absolument. Il n'y avait pas d'urgence non plus nationale là, à le normaliser. Là. On s'entend que dans le cas de M. Demers, j'ai vraiment eu une approche agressive, puisque c'est un patient à haut risque cardiovasculaire qui était motivé. Mais on aurait pu avoir aussi là, plusieurs mois pour instaurer un traitement après l'autre, puis faire les choses plus lentement. Là, ça aurait été tout à fait correct. Là. Il marche-tu, celui-là? Oui, OK. Non. Par curiosité, son fer à BD, là, ça vient de où, ça? Il y avait de l'anémie? Oui, il y avait eu de l'anémie, puis une supplémentation qui avait juste été reconduite et reconduite et reconduite. Il y a eu une colo il n'y a pas longtemps. Puis je pense qu'on avait cessé. Oui, on l'avait cessé quand on l'avait vu en juin 2023. J'avais recontrôlé son bilan. Puis, il y avait une colono de suivi puisqu'il y avait une résection de polype il y a 3-4 ans. Là. Fait que, mais c'est un patient justement qui était seulement suivi par son cardiologue, pas de médecin de famille. Ça faisait peut-être 3 ans qu'il évoluait pas, le médecin il renouvelait essentiellement là, ses médicaments puis il suivait pour son hypertension artérielle. Fait que le fer était dans le décor dans ce contexte-là. Là. Ça vous parle, oui, c'est ça le contexte. C'est pas unique, j'imagine, à M. Demers, hein, ce genre de suivi-là. Là. Super. Oui? Pour un patient qui est non couvert RAMQ, Oui. justement de partir le GLT2 avec le GLP1, est-ce que la RAMQ, des fois, peuvent bloquer peut-être le GLP1 vu qu'il n'y a pas encore eu l'essai, si on peut dire, du GLT2? Ou, Non, du tout. Dans le fond, pour les critères de remboursement RAMQ, le patient les avait déjà. Il était sous metformine et diabéta à l'époque, là, avec une glyquée non à l'acide. Fait que ça, c'était pas un obstacle du tout. Puis, seulement un diagnostic de diabète avec les deux encore, c'est les mêmes critères un peu pour le SGLT2. Là. Fait que dans les cas, j'avais le remboursement pour les deux. Fait que ça n'a pas été un obstacle pour lui, heureusement. Là. Puis on s'en reparlera peut-être de certaines stratégies pour les patients RAMQ pour l'accès au GLP1. Là. Ça aussi, c'est un gros chapitre. Deuxième cas, ça va, oui? Super. Donc, un autre monsieur de 72 ans, connu pour de l'apnée du sommeil sévère appareillée. C'est un patient, lui, en prévention secondaire, MCAS avec un infarctus du myocarde en 83, puis il y avait eu une choro là, qui était complètement normale en 2014. Sténose aortique sévère qui avait nécessité là, un remplacement de valve aortique par bioprothèse en 2017. Un diabète de type 2 compliqué d'un début de rétinopathie, hypertension artérielle, cholestérol, FA, CHADS2 anticoagulé, échec à la cardioversion électrique en 2015. Puis, pendant son RVA, il y avait eu un MACE en 2017. Il était toujours en FA, malheureusement. Au niveau des habitudes de vie, tabac cessé en 2005, antécédent tabagique de 12,5 paquets année, 2 bières par mois, pas de drogue, des vitaux, il y a une tension à 105/65, une fréquence cardiaque à 70, saturation à 95 %, un poids de 270 livres, puis une taille à 165 cm pour un IMC à 43. Le TT de janvier 2019 démontrait une fraction d'éjection à 55 %, un remodelage concentrique du VG avec une fonction systolique du VD légèrement altérée, donc une dysfonction diastolique avec une fraction d'éjection préservée. Une oreillette gauche là, qui était modérément dilatée, donc possiblement là, ce qui explique justement le fait que le patient soit toujours en FA. Prothèse valvulaire aortique là, qui était mal visualisée, mais un gradient qui était correct. Médication, il prend du Januvia 50 dié, du Lipitor 40 mg dié, du Wellbutrin, du Lopressor 12,5 BD, du glucophage 500 mg BD, du fer, lui aussi, une petite dose un peu éclectique, du Dexilant 70, puis du furosémide 40 mg BD. Au niveau des labos, il y a une hémoglobine à 151, éclair à 59, un RAC un peu élevé à 4,84,
un hémoglobine glyquée à 6,8 %, un blanc lipidique qui démontrait des LDL à 1,97. Je vous rappelle, il est en prévention secondaire, un non-HDL à 2,83, puis un ApoB à 0,86, des ALT qui sont à 40. Quels sont vos diagnostics pour M. Garon? Vous pouvez écrire aussi à la maison dans le chat, il n'y a pas de problème. Une dyslipidémie avec les cibles non atteintes. Super. Son diabète. Qu'est-ce que vous pensez du contrôle de son diabète? Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le... Il y a 2 réponses dans le chat. Bon, dyslipidémie au-dessus des cibles, insuffisance rénale, stade 3. Excellent. J'ai 3A1, donc une albuminurie là, qui n'est pas trop élevée à 4,84. Les tensions artérielles qui étaient bien contrôlées. Une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Autre chose pour M. Demers. Ça fait pas mal le tour. Super. Quel type de traitement est-ce que vous viseriez là, en termes de glyquée pour ce monsieur-là? Est-ce qu'il y a un bénéfice à être agressif? 7% on est-tu content? Prévention secondaire? 7% on est content, super. Les cibles de tension artérielle, on en a discuté, de LDL aussi. Puis comment est-ce que vous optimiseriez là, le traitement de M. Garon, GLP-1 et GLT-2? J'avais aussi moins 6,5 comme cible. OK. Pour quelle raison? Je vais attendre la réponse. Monsieur de 72 ans? J'ai pas la réponse. Je peux continuer. Ah oui, j'ai la réponse. Ah, on oublie. Probablement, probablement que l'âge a ramené. Oui, hein. C'est ça 7%, c'est très raisonnable avec l'espérance de vie là, des patients. Il y a beaucoup de comorbidités. Des fois, ça peut nous amener là, un certain biais à souhaiter être plus agressif. Mais en bas de 7%, dans les faits, il développera. Il faudrait qu'il vive très longtemps avec son diabète pour développer là, des complications micro-macrovasculaires. Il y en a déjà d'installés. Donc, comment est-ce qu'on peut optimiser, par exemple, son traitement là, pour minimiser cet impact-là des comorbidités qui sont déjà installées? C'est surtout ça la question. Puis j'ai la question, Émilie, est-ce que c'est un profil gériatrique? C'est à se questionner, mais pas tant. Tu sais, c'est un monsieur qui est super autonome à la maison, il fait tous ses trucs, il vit seul, tu sais, puis il conduit encore. Donc non, tu sais, pas d'indice à proprement dit là, diminution de l'autonomie ou de fragilité quelconque pour ce monsieur-là. Hormis le fait qu'il est quand même malade, là. Ouais. Puis on donne comme question, comme réponse, quadrithérapie pour son insuffisance cardiaque. La quadrithérapie en insuffisance cardiaque à fraction d'injection préservée, réduite, on va y revenir. Donc, les cibles, on en a parlé. Comment est-ce que vous optimiseriez le traitement de M. Garon? Attends un petit peu. Oui. Un petit peu. Je reviens à la page des médicaments, ça va être plus facile. Je spoil mon 3e cas. Voilà. Donc, il y a sous glucophage 500 mg BD, pas de statine, puis un DPP4. Ben, il y a un Lipitor, Oui? puis je mettrais de l'ésétrol. Oups, on l'entend pas. On n'entend pas, oui. OK. Fait que pour le traitement de sa dyslipidémie, on ajouterait de l'ézétimib. Super. Sur le plan du traitement du diabète. 1 et 2, ça fonctionne. Je vais donner une réponse des gens en Zoom. Ça dit. Bon, c'est vrai, on oublie souvent. Le LDL en bas d'1,8 idéalement, mais je n'ai pas la réponse pour l'amélioration pour le diabète. Ben, décrit. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui souhaite se lancer? Donc, on est presque au cible, 6,8 %, un patient RAMQ, 72 ans. Comment est-ce qu'on l'optimise? Tout à fait. Je dis un ISGLT2, c'est un patient qui est connu MCAS, fait qu'avec les codes RAMQ, on serait correct. Absolument. Sa microalbuminurie aussi. Tout à fait. Donc, pour essayer de limiter là, la détérioration de sa fonction rénale. Moi, c'était plus pour, je parle un petit peu plus fort, pour l'hypertension, insuffisance rénale. Puis là, je suis un peu dans le questionnement. Là, il y a un bêta-bloqueur du Lasix.
un ISCA à la place, ça serait-tu mieux Ça serait de. définitivement une meilleure thérapie, là, ouais. Sur le plan rénal, sur le plan cardiaque, là, un ISCA ou un ARA, là, tout à fait. OK. Ouais. Donc, ce patient-là n'est pas nécessairement, sur le plan d'insuffisance cardiaque, là, on n'a pas besoin de lui mettre une quadrithérapie. Hein. Ce n'est pas une insuffisance rénale là, à fraction d'éjection réduite. Les SGLT2 là, ont des bénéfices en fraction d'éjection préservée. Puis comme Dr Nadeau là, expliquait, il y a une étude justement qui est parue là, avec les GLP-1 qui améliore justement là, le 6-minute walk test, puis le score de qualité de vie qu'on utilise beaucoup là, en insuffisance cardiaque. Des études récentes, là, justement, chez ces patients-là, à fraction d'éjection préservée. Un SGLT2, c'est très intéressant, considérant sa MCAS qui est établie, puis son ratio albumine-créatinine là, qui est élevé. Donc, 2 bons choix de thérapie. Là, notre limitation est essentiellement sur le plan du remboursement. Hein. Il y a 6,8 d'hémoglobine glyquée. Donc, si on lui met un SGLT2, on se rappelle qu'il y a une obésité grade 1 aussi. Un GLP1 serait super intéressant là, dans son cas. Mais c'est certain qu'on va l'amener en bas de 6,5 puis que le remboursement va être plus compliqué à avoir là, avec la RAMQ. Donc, lui, il fallait vraiment faire un choix là, dans ce cas-là. Puis Émilie, avant que tu donnes comme le rapport final, il suggérait, est-ce que ça sera un candidat pour le VASCEPA? Les gens ne se souvenaient plus du LDL qu'il y avait, mais ils se questionnaient pour la VASCEPA. Oui, mais pour le VASCEPA, il y a des triglycérides en haut d'1,8, LDL à 1,97, là, c'est très proche du 2. Oui, ça aurait pu, mais on obtiendrait dans le fond les cibles avec l'ézetimibe. Je pense que ça aurait été un choix raisonnable là, dans ce cas-là de rajouter de l'ézetimibe dans un premier temps. Puis, tu sais, ça se peut qu'on ne puisse pas mettre toutes les thérapies d'optimisation là, au rendez-vous là. Est-ce que c'est un outil qu'on peut garder dans l'arsenal à moyen long terme? Oui. Mais j'aurais aussi favorisé là, l'ajout d'ézetimibe pour sa dyslipidémie dans ce cas-là. Émilie, c'était juste pour le VASCEPA, là, dans le fond, pour répondre à la question. Pour le VASCEPA, pour le remboursement, c'est genre 2,26 de triglycérides. Fait qu'il n'y aurait pas eu. Ça, c'est les LDL. Ouais. C'est rendu les triglycérides. Oui, c'est ça, ça a changé un petit peu. Là. Dans l'étude, initialement, ils randomisaient des gens avec des trigs en haut d'1,8. Mais la RAMQ, c'est ça, a changé récemment. Je l'ai en note sur mon bureau puisque mon cerveau refuse de garder par cœur ces informations-là. Puis il faut qu'il soit à statine à dose max tolérée, là, puis qu'il y ait des LDL en bas de 2. Oui, exact. Super. Fait que pour M. Garon, moi, je lui avais mis un GLP-1 initialement. Il a perdu 43 livres. Il a normalisé sa fonction diastolique. Il avait un IM à 2 à 3 sur 4, là, puis un UT à 2 sur 4. Puis en refouillant dans son dossier, parce qu'il était récupéré par la clinique de cardio, il était hospitalisé pour l'insuffisance cardiaque là, en mars 2022. Fait que l'histoire démontre que peut-être j'aurais dû lui mettre un SGLT2 à la place pour diminuer son risque d'hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque. Pas de départ à 125 kilos. Il était super bien de sa perte de poids, là, cela étant dit. Mais il a évolué de cette façon-là. Il y a des petites questions à la maison. Début de rétinopathie et obésité. Alors, GLP-1 peut-être mieux que GLT2 en Tresto au lieu d'IECA? On posait la question. Début de rétinopathie et obésité. Peut-être mieux que GLT2. Il n'y a pas vraiment de... Tu sais, pour la rétinopathie et les SGLT2, le commentaire de Dr Garceau, c'était vraiment si c'était une rétinopathie là, qui n'était pas du tout traitée, pas du tout diagnostiquée, qu'avec une diminution rapide des glycémies, là, on risquait là, justement d'exacerber l'édème. Mais je ne suis pas certaine de comprendre le commentaire. Entresto au lieu de ISCA. Donc, l'Entresto, c'est pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Donc, on pourrait mettre en effet là, pour le traitement de l'hypertension artérielle un ISCA ou un ARA, tant sur le plan du contrôle de l'HTA que, comme ça avait été nommé, là, pour la fonction rénale. Monsieur Lambert, un troisième patient, un homme de 61 ans, qui est diabétique depuis 2016. Il est connu MCAS, hypertension artérielle, dyslipidémie.
Au niveau des habitudes de vie, il a cessé le tabac en 95, antécédent tabagique de 25 paquets année, peu d'alcool, pas de drogue, des tensions artérielles à 146 sur 96, une fréquence cardiaque à 90 par minute, une saturation à 97 un poids à 74 kg, une taille à 172 cm, puis un IMC à 25. Fraction d'éjection normale, pas de valvulopathie significative. Au niveau des labos, une hémoglobine à 152, une fonction rénale essentiellement normale, claire à 110, un petit peu d'hyperfiltration, un RAC à 7,35, une glyquée à 11,2 les triglycérides à 1,03. Il y avait quand même un beau bilan lipidémique dans l'ensemble, LDL à 1,20, non-HDL qui était à la cible et un ALT à 20. Et sous indapamide, metformine 850 BD, amlodipine 10, aspirine 90, rosuvastatin 10 mg d, puis perindopril 8 mg d. Donc, traitement du diabète là, qui est à 11,2 de glyquée sous metformine 850 BD. Quels sont vos diagnostics pour M. Lambert? Est-ce qu'on peut suspecter un diabète maudit? Maudit ou LADA? Je pose la question, mais oui, tout à fait. Quand on voit des patients minces avec des très mauvais contrôles, il faut se re-questionner là, à savoir si c'est réellement des diabétiques de type 2, d'autant plus là, que son diagnostic à lui a été posé, là, on le voit, il y a 61 ans, il a été posé déjà, 7-8 ans, là, donc il était relativement jeune. Fait que oui, en effet, là, c'est vraiment un excellent réflexe, je pense, de re-questionner le diagnostic de diabète. Autre chose au niveau... Tout à fait. Donc, une hypertension artérielle hors cible ainsi qu'un diabète non à la cible. Un diabète qui reste à préciser. Ça ressemblait pas mal à ça pour le monsieur. Là. Je voulais vraiment aborder justement le fait qu'on avait des doutes à savoir si c'était vraiment un diabète de type 2. Donc, les cibles de traitement que vous viseriez là, chez un patient en prévention primaire de cet âge-là, 6,5, super. Les tensions, on en a parlé. Puis comment est-ce que vous optimiseriez le traitement de M. Lambert ou quelle investigation est-ce que vous lanceriez ou que vous lancez déjà en première ligne là, pour des patients de qui vous doutez du diagnostic du diabète? Est-ce que vous nous les référez? Donc, on me dit qu'il y a une utilisation de la plateforme Saphir qui semble fort aidante pour ces cas-là. Puis une réponse là, assez rapide dans la demi-journée. Donc oui, en effet, là, ça peut être une voie de passage. Est-ce qu'il y a des gens qui se lancent dans l'investigation en première ligne des LADA ou des maudits? Ah, Andy aimerait avoir le micro. Vas-y, à Capelle. Ouais. Excellent. Investigation, mais je réfère en spécialité, OK. en général. Donc, il y a certains IPS dans la salle là, qui sont à l'aise de débuter l'investigation, qu'on peut demander un C-peptide corrélé à une glycémie pour avoir un peu une idée. Là, pour des patients avec 11,2 d'hémoglobine glyquée, ça peut arriver que le C-peptide va être complètement effondré, puis que c'est quand même un diabète de type 2. Il y a un phénomène de néoglucotoxicité duquel le Dr Garceau a parlé ce matin. Donc, des fois, en normalisant les glycémies, de redoser ce C-peptide-là corrélé avec une glycémie, ça peut justement là, se normaliser, puis tout de même être un diabète de type 2 qui était en néoglucotoxicité. Pour ce qui est des anticorps et les antigades qu'on peut demander, donc c'est les anticorps là, qui sont le plus sensibles. Puis, pour ce qui est du diabète de type 1, j'ai un blanc, mon Dieu. Je vous reviens. Je ne sais pas pourquoi j'ai un blanc. Donc, les antigades qui vont vraiment être le plus sensibles, les j'ai juste les LKM qui est ça n'a pas du tout rapport avec le diabète. Que vous pouvez demander aussi, qui risque d'être plus négatif là, quand on s'éloigne justement de la période du diagnostic. Donc, comme ça fait 7-8 ans là, que le patient a été diagnostiqué, c'est possible que ces anticorps-là soient négatifs, mais les antigades demeurent là, souvent positifs à distance. Puis évidemment, dans le doute, n'hésitez pas à les référer. Je pense que c'est des cas
pour clarifier le diagnostic qui peuvent très bien être référés là, en deuxième, troisième ligne. C'est déjà un assez bon travail là, de répertorier les mauvais cas, les mauvais diagnostics de diabète. Il y a quand même un 5 là, des cas qui sont mal diagnostiqués, donc ça change quand même pas mal les avenues de traitement. Chez ces gens-là, débuter des SGLT2, là, ça les met fortement à risque d'asthocétose diabétique aussi, surtout quand leur réserve insulinique là, est effondrée. Donc, référez-les dans le doute là, en deuxième, troisième ligne, c'est pas du tout gênant. Y avait-il une question? Il y a une question, y a-t-il un bénéfice à demander le dosage d'insuline? Pas nécessairement dans ce cas-là. Je vous dirais que moi, dans ma pratique, le dosage d'insuline, c'est plus dans les cas métaboliques, en obésité, mais je vous dirais que pour le diagnostic du diabète, pas du tout. C'est rarement utilisé. Puis, il y a une autre question, est-ce qu'on peut commencer une insuline longue action en attendant? Tout à fait. Donc, 11,2 d'hémoglobine glyquée, on peut le passer à l'insuline puis le suivre évidemment là, très rapproché avec les glycémies. Mettre une basale +1, +2, +3 selon les résultats glycémiques, le temps que ça se normalise, puis après faire un switch au Péros. C'est réellement un diabète de type 2. Là. Donc, oui, tout à fait, ce sera un patient là, qu'on risquerait probablement de basculer à l'insuline. Si on le questionne, il va probablement avoir des symptômes de polydipsie, perte de poids, tout ça. Donc, vraiment un cas d'insuline là, dans ce cas-là. Est-ce qu'il y avait des questions? Ça fait le tour pas mal. Je propose un 4e cas, Madame Parent, qui est une femme de 74 ans, qui est connue pour la MCAS, qui a eu des pontages en 2021. Une MVAS résiduelle. Elle a été revascularisée par angiodilatation au niveau poplité. Elle a eu un tuteur en 2013. Elle souffre d'hypertension artérielle puis de diabète de type 2 de longue date, compliquée d'une rétinopathie là, qui est traitée avec laser. Au niveau des habitudes de vie, elle a fumé par le passé 35 paquets années, pas d'alcool, pas de drogue, des tensions artérielles qui sont élevées en bureau, 180/84, fréquence cardiaque à 77 par minute, une saturation à 97 un poids à 83 kg, une taille à 1,59 m, elle a un IMC à 32,4. Elle a TT à une cinétique pariétale gauche qui est normale, une fraction d'injection qui est normale, une petite IM légère à modérée, puis une sténose aortique légère, donc pas des valvulopathie très significatives là, pour cet âge-là. Un MAPA qui démontre des tensions artérielles relativement bien contrôlées en avril 2022, de jour et de nuit. Les labos, une hémoglobine à 126, elle a une fonction rénale à 63, elle a un RAC à 387, une hémoglobine glyquée qui est relativement belle, 6,6 des triglycérides à 3,48, un LDL à 1,99, un non-HDL à 3,10, puis un ApoB à 0,87, en réalité complètement normale. Elle prend une double thérapie antiplaquettaire, Plavix, aspirine, allopurinol, pantoprazole. Prend de la metformine 850 mg BD, du Lopressor 12,5 BD, du Trajanta 5 mg d'IE, du fer, de l'amlodipine 5 mg d'IE, puis du rosuvastatin 20 mg d'IE. Donc pour le diabète, glucophage 850 BD, puis Trajanta 5 mg. Glyca 6,6, un RAC à 300. Comment est-ce que vous optimiseriez le traitement de Madame Parent? Ne soyez pas gênés, vous pouvez écrire vos réponses. En ligne, je ne dis pas les noms. Puis, il y en a une, attendez un petit peu. Envoie une. Ben, Madame Parent n'a pas d'IECA, donc j'ajouterai un IECA. Changer Trajanta, SGLT2 puis changer Trajanta pour GLP1, qui est écrit en ligne. OK. Oui. Donc, un GLP1 chez une dame qui a un IMC à 32,4, 74 ans, 6,6 d'hémoglobine glyquée. Je vais juste peut-être porter votre attention sur ces labos. Émilie? Je sais que c'est pas ça la priorité, là, mais moi, je me demande si elle a une apnée du sommeil. OK. Pourquoi? À cause de sa différentielle jour-nuit qui est de moins de 10 Et pas tant d'épeur. OK. Ouais. C'est intéressant. GLP2 pour diminuer sa protéinurie.
reprend, Annabelle. Ouais. Ben, je mettrais un ISGLT2 puisqu'elle a un ratio Tout à fait. positif élevé, puis pour diminuer ça. Exactement. C'est pas une dame qui est très vieille, là. C'est une dame avec un RAC comme ça qui va perdre beaucoup de fonctions rénales annuellement, qu'on risque de retrouver en dialyse. Ce serait pas surprenant là, qu'elle perde un 5 à 10 même millilitres minutes annuels. Là. Fait que, tu sais, dans un avenir modéré, c'est une dame qui pourrait très bien se retrouver en dialyse. Son diabète est bien contrôlé. Fait que, tu sais, d'intensifier le traitement du diabète, c'est pas tant ça, c'est vraiment sa protéinurie là, qui est astronomique. Sa tension artérielle est assez bien contrôlée. Elle n'a pas d'ISTA diabétique. Donc, de faire ça, évidemment, en 2 temps, là, ce serait tout à fait approprié. J'ai à la maison, on a la question, est-ce qu'elle pourrait être à risque, en tout cas d'ostéoporose, risque de chute ou d'hypotension orthostatique, puis aussi syndrome Sarro-Blanc qui a été dit. Toutes ces réponses, très certainement. Je pense que c'est des préoccupations qui sont vraiment légitimes quand on a des patientes de 74 ans. Puis je pense que une partie, du moins, de la réponse dans comment est-ce qu'on adresse tout ça, ça va aller dans le suivi, de partir avec des doses des fois qui sont moindres. Pour ce qui est des SGLT2, de débuter à doses plus moindres. Dans les méta-analyses, il n'y avait pas de grosse différence au niveau des effets secondaires. Quand on a des gens par contre, qui ont des profils gériatriques, là, ça peut valoir la peine de faire les choses plus progressivement, tout simplement de les suivre, de les appeler, qui monitorent leur tension artérielle, leur donner les précautions usuelles pour l'HTO. Toutes ces réponses-là, je pense que c'est la façon la plus sécuritaire des fois d'optimiser ces patients-là. C'est plus une question qu'une affirmation, en fait, là, mais je comprends que les LDL sont quand même dans les cibles, mais on a des triglycérides qui sont quand même supérieurs. Une madame qu'on voudrait contrôler les facteurs de risque. Là. Donc, Ezetrol versus Vascepa, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses? C'est à se questionner. Moi, souvent, je vais essayer de remettre en contexte mon blanc lipidique a été fait dans quel contexte. C'est un blanc lipidique à jeun. Il y a une grosse variabilité des triglycérides sur 24 heures. Si la veille, c'était son anniversaire puis elle a mangé un repas super riche en gras puis en sucre, ma valeur de triglycérides élevée non à jeun, je vais vouloir recontrôler dans un autre contexte peut-être avant d'optimiser son traitement, disons, des lipides. Mais clairement, c'est une dame MCAS et MVAS qui a plusieurs lits vasculaires d'atteint. Fait que je pense que oui, en effet, il faut se re-questionner, comme Dr Bushman l'a amené, sur son espérance de vie. Elle n'avait pas de troubles neurocognitifs associés ou quoi que ce soit. Donc, clairement, à optimiser. Je pense qu'on avait de la place, par contre. Je vais avoir besoin de mon petit... Oui, je pense qu'on avait de la place pour les autres agents là, pour optimiser quand même ses lipides. Elle a un crestor à 20. Fait que j'aurais tendance à commencer par ça pour cette dame-là. Parce que c'est vrai quand même que les considérations économiques avec ces traitements-là, on met GLP-1, GLT2, Vascepa, PCS, CONEF. Fait que des fois, tu commences par les agents de base là, dans ces cas-là. Voir qu'est-ce qu'on est capable d'atteindre comme cible, puis de réévaluer là, dans un deuxième temps. Ça répond-tu? Il n'y a plus de questions. Oui, j'ai 2 petits points. Avez-vous une question? Dans le fond, à la maison, on dit qu'il y a de l'anémie sous fer, colono, DAPT. Là, j'ai un blanc, je ne sais pas c'est quoi, puis elle prend du fer, c'est son mot. Oui. Ça, c'est notre pain puis notre beurre à l'hôpital Laval, la double thérapie antiplaquettaire. Des fois, ils sont sous AOD en plus parce qu'ils font de la FA. Fait qu'à se questionner là, à 74 ans, est-ce qu'elle se polie? Évidemment, c'était quand sa dernière colo. Tout ça devient pertinent. Elle n'avait pas une grosse anémie. Si elle avait eu, par exemple, 94 d'hémoglobine, mais là, on peut se re-questionner. L'hémoglobine glyquée est probablement sous-estimée là, avec l'anémie. Donc, revoir là, si le contrôle du diabète est si optimal que ça, là, ça peut être un réflexe important. Donc, pour elle, oui, en effet, il faudra adresser ça. Je pense que vous êtes super bon en première ligne en plus pour gérer ça. Là. Fait que tout à fait. Est-ce qu'il y avait d'autres points peut-être pour ce cas-là? C'est correct à la maison. Super. Donc, Mme Parent, on lui avait débuté un SGLT2, elle avait perdu 7 kilos. Son RAC était passé de 387 à 113,9. Elle a une détérioration un peu de sa fonction rénale là, de mars à août. Donc, elle est passée d'un DFGE de 63 à 46,
Les triglycérides, finalement, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'on avait fait avec la statine. Ou si on avait juste recontrôlé, mais qui s'était nettement amélioré. Puis clairement, on devait avoir majoré sa statine ou ajouté de l'ézétimib. La POB est rentrée dans les cibles. Super. Et je propose un autre cas. Monsieur Turcotte, c'est un homme, en fait. Je trouvais que j'avais une mauvaise représentativité homme-femme, puis c'est ça, j'ai voulu mettre une femme, puis j'ai mis un homme finalement, parce que c'est réellement un homme. Donc, il y a un homme de 75 ans qui a un diagnostic diabète LADA, qui a été diagnostiqué à l'âge de 45 ans, hypertension artérielle, dyslipidémie, un hypothyroïdie, des troubles cognitifs non spécifiés, mais il y a un MoCA à 19, une MVAS significative, il a fait 2 AVC, puis un ICT en avril, puis une insuffisance rénale avec des bases à 130-150 de créate. Les habitudes de vie essentiellement négatives. Il prend 1 à 2 consommations de façon très occasionnelle. Des tensions artérielles qui sont élevées, 150 sur 86, une fréquence cardiaque à 62, une saturation à 94, pèse 90,7 kg, 1,78 m pour un IMC à 28,6. Je vous le dis, c'est un homme. C'est un homme de 75 ans. Les labos, février 2023, hémoglobine à 137, un DFGA à 35, un RAC à 12, une glycée à 9,2 %. Il y a des triglycérides qui sont relativement beaux, un bilan lipidique qui est correct. Il prend du Plavix, Synthroïde, Pantoprazole, de la Degludec, 46 unités sous quotidien, Trurapi 14 TD, un facteur de sensibilité à l'insuline de 1 pour 4. Je rappelle qu'il y a des troubles neurocognitifs quand même assez importants. Coversil, Motilium, Monocor, Norvasc, Crestor et vitamine D. Il porte un capteur Freestyle, puis donc janvier, il y a un temps dans la cible à 46 % puis un pourcentage d'hypoglycémie à 2 %. Je porte votre attention sur la variabilité glycémique à 42 % puis son glucose moyen là, à 10,8. Ça, c'est le rapport AGP qu'on a pour le patient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me parler peut-être un peu de son contrôle diabète? Qu'est-ce qu'on espère atteindre? Des pistes peut-être d'optimisation que vous proposeriez à ce patient-là? Je vais juste peut-être vous remettre. Il y a une glycée, j'avais dit à 9,2. C'est un homme, 75 ans, avec des troubles neurocognitifs. Voilà, exact. Un LADA. Ben, généralement, on voudrait un 70 % dans les cibles. Là. C'est sûr qu'il y a 75 ans avec troubles neurocognitifs, puis il y avait des hypos. Là. Moi, je corrigerais mes hypos en premier, puis voir c'est quand qu'il les fait là, en fonction des insulines qu'il y a. Fait que je corrigerais mes hypos en premier. Parfait. Le temps dans la cible, 70 % pour tout le monde. Peut-être que lui, ça serait trop sévère. C'est ça. Un LADA à 75 ans. Oui. Souvent, les gens, dans le fond, qui ont des hémoglobines glyquées qu'on décide à 8,5 % pour toutes les comorbidités qui sont associées, on va viser des temps dans la cible là, supérieurs à 50 %. Est-ce qu'on se contente d'un contrôle à 46 %? Il y a une variabilité vraiment importante, fait que je reporte votre attention là-dessus. Toutes les optimisations d'insuline chez les gens qui ont des grosses variabilités, c'est compliqué puisque c'est sûr qu'on leur fait faire plus d'hypo. Donc, puis vous voyez, sa basale est quand même très stable. Là. Il y a visiblement du grignotage qui se passe en soirée ou est-ce qu'il se donne son insuline au souper au bon moment? Là. C'est toutes des questions, je pense, qu'on peut aller chercher là, pour un peu raffiner notre analyse puis mettre des fois en place certaines stratégies là, pour améliorer le contrôle. Mais c'est certain que d'augmenter ses insulines avec une variabilité importante, mais ça risque de lui faire plus d'hypo. Dr Bouchemin et Dr Garçon en ont parlé aussi là, plus tôt ce matin, mais les patients qui ont des troubles neurocognitifs à qui on fait faire plus d'hypo à cause des traitements, souvent sur le plan cognitif, ils se détériorent plus rapidement. Évidemment, risque de chute là, puis de plus mauvaise évolution. Fait que qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez de majorer ces insulines pour Mais j'ai pas la réponse de ça, mais dans le chat, il y a quelqu'un qui dit de faire le test de l'horloge. Ce matin, on a vu avec d'après moi, il réussit. est à 19. Oui, c'est ça que j'allais dire. D'après moi,
Avec 19, peut-être que le test de l'horloge va démontrer que. C'est pas normal, en effet. Fait que c'est de se questionner. Là, c'est un LADA, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas vraiment le passer au Péros, là. C'est comme un diabétique de type 1 qui présente des troubles neurocognitifs. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ce monsieur-là avait une conjointe, il vivait encore à domicile. C'est lui qui gérait ses insulines avec elle, qui le supervisait là, de pas trop loin. J'allais dire, il y a quelqu'un qui dit pompe à l'insuline. Pompe puis à il y a- l'insuline. Il y a une main levée, je crois. Je ne suis pas capable d'avoir le nom, un petit peu. Josiane. Elle va pouvoir parler, Josiane. Je ne sais pas si elle veut parler, là. En tout cas, si elle ouvre son micro et elle parle, on l'écoutera, mais sinon, je te laisse continuer, Émilie, excuse-moi. Super. Les pompes à insuline, à ma connaissance, c'est plus pour les diabétiques de type 1, mais c'est pas un sujet là, que je maîtrise très, très bien. Je ne sais pas si ça pourrait être un bon candidat. Je pense que ça nécessite quand même là, de faire plusieurs manipulations sur le plan cognitif. Là. Je ne sais pas si ce serait réellement un bon patient pour ce genre de technologie-là. Donc, c'est ça. Ce patient-là vivait à domicile. Il y avait sa conjointe, justement, qui surveillait d'un petit peu loin tout ça. C'est un monsieur qui camouflait très bien là, ses incapacités cognitives, faisait beaucoup d'humour, faisait beaucoup de détournements aussi. Donc, en bureau, quand on tentait justement de valider si un peu son raisonnement cognitif était bon par rapport à ses décisions à l'insuline, des fois, c'était un peu laborieux. Mais je pense que de les évaluer en bureau, voir justement, de leur donner certains scénarios, comment est-ce qu'ils réagissent quand, surtout avec le freestyle, la flèche de tendance est à la baisse, quel type de décision ils prennent par rapport à leur insuline, voir aussi, lui, il avait un facteur de sensibilité à l'insuline. Est-ce que c'est encore des calculs qu'il est capable de faire pour titrer son insuline puis simplifier au maximum son traitement? Souvent, en vieillissant, les gens ne prendront plus nécessairement 3 repas par jour. Donc, est-ce qu'on garde vraiment ces régimes-là? C'est toutes des choses à regarder. Puis, au niveau de la variabilité, quand on a des variabilités importantes, c'est vraiment très souvent en lien avec le comportement. On voit aussi qu'on a une perte de scan entre 21h et minuit. Là. Je ne pense pas qu'on ait de grandes surprises dans cet intervalle-là là, par rapport au contrôle. Mais c'est ça. J'ai l'impression aussi qu'il ne se donnait pas son insuline suffisamment avant l'heure du souper, là, puisqu'il monte ses glycémies pour la peine. Donc, de revalider ça, des fois, ça permet d'avoir un meilleur contrôle, de s'assurer vraiment qu'il prenne son insuline 15 minutes avant le repas. C'est des petites choses qu'on peut faire, mais une majorité des insulines, ça va le mettre plus à risque d'hypo. Donc, sur le plan cognitif, là, c'est vraiment plus complexe. Émilie, je peux-tu te faire dire 2 mots sur les critères pour avoir accès est-ce que, parce qu'on ne peut pas en mettre à tout le monde. Là. Il y a même des patients qui voudraient un freestyle ou Dexcom ou peu importe. Là, fait que je ne sais pas si tu veux dire un petit mot. C'est un bon point. Donc, il faut être à la thérapie insulinique intensive, puis il faut avoir un plan de gestion des hypos, puis se conformer. Donc, ça, c'est un critère là, assez mou. Mais pour ma part, si, admettons, j'ai des patients qui sont très mal contrôlés, puis qui ne s'optimisent pas du tout. Des fois, d'avoir plus de données, ça ne m'aide pas vraiment. Là, si les possibilités d'optimisation de traitement sont faibles, mais je ne pense pas qu'il faut appareiller nécessairement tous les patients. De voir aussi si au niveau cognitif, il est capable d'avoir les bons réflexes là, pour gérer tout ça, se scanner, changer son capteur. Je pense que le docteur Beauchemin l'a super bien souligné. Là, des fois, d'avoir plus de données avec des gens avec qui on ne fait rien, ça fait juste angoisser les cliniciens. Là, puis on se sent très impuissant d'avoir des mauvais contrôles puis autant de données avec lesquelles on ne fait rien. Fait que je pense que c'est vraiment pour les cas neurocognitifs. Des fois, ça rassure les gens au CHSLD. Des fois, ça rassure les gens justement d'avoir toutes ces données-là, s'assurer qu'ils ne font pas d'hypo. Mais si on ne fait rien avec les traitements, il faut se questionner si ça vaut vraiment le coup. Là, c'est mon opinion personnelle. Mais bref, les critères, être à l'insuline 4 fois par jour, puis avoir adhéré à un plan de gestion des hypos. Avoir fait des hypos, puis adhérer à un plan de gestion pour les glycémies. Donc, on a couvert pas mal ce que je voulais vous présenter pour les 5 cas. Qui référer maintenant en 2e ou 3e ligne? Bien, je pense que si justement il y a un doute sur le type de diabète, considérant qu'il y a environ un 5 des patients qui ont le mauvais diagnostic de diabète, là, c'est des patients que vous pouvez très bien référer. Une incapacité à atteindre les cibles de traitement malgré les thérapies optimales, souvent c'est une raison de référence, mais il faut voir, comme un monsieur comme le cas numéro 5 qu'on a fait, M. Turcotte, dans les faits,
En troisième ligne, à part l'appeler puis le suivre, on ne fera pas grand-chose de plus, d'optimisation de plus. Donc, si vous avez le setup en GMF avec les infirmières cliniciennes pour les suivre, c'est des patients qui peuvent rester là, très bien en première ligne. Des atteintes multiples d'organes cibles. Donc, si c'est des gens qui se qualifient pour des thérapies là, plus avancées, bien, vous pouvez très bien les référer aussi. Maintenant, quelques outils qui sont utiles dans la prise en charge du diabète. J'imagine que c'est un tableau avec lequel vous êtes familier, là, le tableau McCabe. Super bien fait, un beau résumé. Quand les patients nous décrivent aussi la forme de leur pilule, c'est un aide visuel là, qui nous permet de savoir un peu auquel ils font référence. Tous les tableaux d'ajustement pour la fonction rénale, couverture. Donc, vraiment un tableau à avoir dans nos bureaux. Là. Moi, je m'y réfère fréquemment encore. Donc, il y a cet outil-là. Il y a Diabète Québec aussi, qui fait énormément de documentation là, à l'intention des patients diabétiques. Donc, vraiment une bonne source d'information fiable, je pense, pour les patients. Le coffre à outils aussi là, de Steve Chalifou. Il met les mises à jour, propose certaines formations continues. Il y a des ressources également pour les patients. Tableau d'ajustement de la médication, ce qui est disponible, l'application Diabète Canada. Donc, un coffre à outils là, qui est fort utile. Dr Garceau, ce matin, vous a parlé aussi du site cœurpoumon.ca sur lequel il y a énormément de références, tant pour les patients que pour les professionnels. Il fait également un podcast sur Podbean, donc une plateforme là, où vous pouvez écouter les podcasts. Ça s'appelle Les petites vites en médecine interne. Donc, il y a évidemment beaucoup de sujets là, en lien avec le diabète de par l'intérêt de Dr Garceau, mais une assez vaste aussi là, dans plein d'autres champs thérapeutiques. Là. Ça peut être très pertinent en première ligne. Puis, évidemment, là, les Vimeo. Donc, il fait un bout de podcast, mais il fait également des vidéos là, qui rendent disponibles sur la plateforme Vimeo. Donc, ça concluait les 5 cas. Ça a roulé pas mal plus rapidement que ce que je pensais. Je serais prête à prendre les questions s'il en reste. Avez-vous des questions? À la maison, je pense que non. Hein? C'est bon. Ah, y a-t-il quelque chose? Attends un petit peu, je vais aller voir. Un peu, j'y vois. Non, non, c'est correct. Ben, en fait, j'avais une question à la maison. Tu sais, on a beaucoup parlé là, sur l'ajustement de médication, mais je veux savoir, est-ce que toi, tu as tendance à référer peut-être pour les chirurgies bariatriques ou des choses comme ça? J'imagine que tu vas beaucoup optimiser les saines habitudes de vie. Tu sais, on voit que la majorité de tes clients ils souffrent d'obésité. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je me questionnais. Est-ce que tu optimises plus la médication rapidement ou tu vas plus opter vers une approche un peu plus invasive qui est justement la chirurgie bariatrique avec l'optimisation là, des saines habitudes de vie? Je voudrais t'entendre un peu par rapport à ça, s'il te plaît. C'est vraiment une super de belles questions. C'est quoi la place de la chirurgie bariatrique? Je pense que la chirurgie bariatrique, c'est de plus en plus une chirurgie qui est considérée comme une chirurgie métabolique. Donc, pour tous les patients qui ont des IMC supérieurs à 35 avec des comorbidités, il y a une indication de chirurgie bariatrique. On sait là, que selon le type de chirurgie bariatrique puis l'obésité, il y a une grande rémission aussi là, de toutes les comorbidités métaboliques. On parle de l'apnée du sommeil, là, qui a vraiment un excellent taux de rémission avec la chirurgie. Évidemment, le diabète, l'hypertension artérielle aussi. Puis pour les patients qui ont des IMC supérieurs à 40 sans comorbidité, donc moins en diabète, la Société américaine de chirurgie bariatrique là, a même changé ses critères il y a 1 an. Ils considèrent que tous les patients qui ont des comorbidités devraient se faire proposer la chirurgie bariatrique pour des IMC supérieurs à 30. Fait qu'on se distance énormément de peut-être la façon qu'on considérait la chirurgie bariatrique, que c'était réservé là, pour des patients hyper obèses, là, supérieurs à 30 en diabète de type 2, c'est presque tous nos patients. Là. Fait que oui, tout à fait. Moi, je les réfère, mes patients qui ont des IMC supérieurs à 35, qui ont de l'ouverture, qui sont jeunes, qui sont motivés, qui ont des bonnes habitudes de vie ou du moins des habitudes de vie qu'on peut optimiser au fil des suivis. Je vais les référer. Les patients supérieurs à 40, évidemment, ça va faire partie de mon counseling. Actuellement, il y a environ 2 à 3 ans là, d'attente pour la chirurgie bariatrique. Donc, c'est un problème, hein, l'accès à la chirurgie bariatrique au Québec. Il y a environ 0,9 % des gens
éligibles qui ont accès à cette chirurgie-là. Fait qu'en réduisant les critères du côté américain, il faut se questionner là, comment est-ce qu'on va réussir à offrir un peu ces soins-là aux patients. Puis évidemment, l'obésité est en plus forte prévalence. Fait que je pense que oui, il faut y penser. Il faut y penser pour les patients qui sont motivés, les patients qui sont jeunes, les patients qui ont les indications. Il faut qu'on en discute avec les patients aussi, voir c'est quoi leur ouverture à subir une chirurgie comme ça. C'est pas mal plus une chirurgie métabolique, je pense, que strictement là, pour le poids, par exemple. C'est ce qu'on voit dans les études. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de tout ce qui est perte de poids, diabète et tout ça avec les molécules qui ont des impacts favorables sur plusieurs systèmes et tout ça. Sauf que moi, dans mon bureau, là, quand j'ai des patientes qui me parlent, je dis patientes, qui vont me parler, mettons, de médication en lien avec la perte de poids, c'est pas rare que j'ai des antécédents de troubles alimentaires. Ouais. Fait que je me demande un peu quelle place, j'ai tout le temps l'impression de marcher sur des œufs, je questionne un peu, t'en es rendu où par rapport à ça, tes habitudes alimentaires, as-tu des comportements restrictifs, l'activité physique, tout ça, mais j'ai toujours un peu peur d'alimenter c'était pas un jeu de mots, là, mais c'est comme d'alimenter un genre de trouble alimentaire quand il y a une perte de poids rapide. Est-ce que ça va réveiller? Je sais pas si tu comprends où je veux, où je m'en vais avec ça. Il n'y a pas d'association forte ou en tout cas d'études à ma connaissance qui démontrent que de traiter l'obésité, ça renforce les troubles alimentaires. La question se prend dans l'autre sens. Dans la clientèle obèse, dans certains papiers, il y a jusqu'à 70 de prévalence de troubles alimentaires, hyperphagie boulimique, anorexie boulimie dans l'enfance, peu importe, ou troubles alimentaires non spécifiques. Fait que c'est sûr que je pense que c'est un sujet là, qui vient beaucoup de pair. Est-ce qu'on augmente, dans le fond, le risque que nos patients décompensent leurs troubles alimentaires en les traitant? Mais ça dépend. Par exemple, dans les traitements vraiment de l'obésité, Santé Canada, justement, propose le Contrave notamment, mais on sait que c'est une contre-indication à avoir de la boulimie ou de l'anorexie à l'utilisation de ce médicament-là. On n'a pas nécessairement ces considérants-là là, pour les GLP-1. Donc, est-ce que ce sera une avenue de traitement peut-être à favoriser dans ces cas-là? Je pense que ça dépend aussi de votre feeling clinique, de votre évaluation. Si elle a un trouble alimentaire là, vraiment important, tu la référer vers les bons professionnels, que ce soit un psychiatre pour vraiment poser le diagnostic. Parce que pour l'hyperphagie boulimique, il y a des traitements, là, le Vivance, le Topamax notamment. Donc, d'avoir un diagnostic, d'avoir un traitement, d'avoir le support aussi au niveau de la thérapie cognitivo-comportementale. Puis il y a des nutritionnistes aussi là, qui sont spécialisés, mais les troubles alimentaires en diabète, c'est aussi une préoccupation. Là. Une nutritionniste récemment qui a présenté là-dessus. Je pense que c'est à questionner. Est-ce qu'il faut ne pas les traiter de peur de... Je suis moins certaine. Dans la littérature, on a moins de données là, par rapport à cette préoccupation-là. En fait, c'est plus quand il y a un antécédent de trouble alimentaire qui vient avec, mettons, une dysmorphophobie, une préoccupation excessive par rapport à l'image corporelle, que là, c'est ça, vu que quand il y a des changements rapides au niveau de l'image corporelle, en tout cas, je réfère toujours aussi en nutrition, puis essayer d'avoir vraiment une approche globale, mais ça reste que j'étais un petit peu... C'est touché. Ouais. C'est touché. Puis on voit, parmi la clientèle bariatrique, là, justement, que la perte de poids rapide, des fois, sur le plan psychologique, là, c'est quand même difficile. Là. Dans certaines études, justement, des plus au taux même de suicide. Là. Donc, ça peut être une préoccupation qui est réelle. Puis je pense que dans le cas de la chirurgie bariatrique, l'évaluation qu'on fait pour s'assurer que c'est des bons candidats, justement, puis qu'on les aide là, en posant un geste chirurgical comme ça, est vraiment, vraiment nécessaire là, puis essentiel. Ouais. Moi, j'avais une question un peu plus spécialisée. Là. Obésité au-dessus de 35 DMC pour la fertilité. Dans le sens, comment on accompagne les femmes, disons, une femme au-dessus de 30 ans qui a un certain délai temporel là, dans sa fenêtre là, de fertilité, si je peux dire. En fait, est-ce qu'on est mieux de commencer avec une molécule, genre un GLP-1, ou on dirige tout de suite vers la bariatrique parce que là, les délais sont quand même élevés? Est-ce qu'ils sont priorisés, ces femmes-là? Tu sais, comment on gère ça un peu? C'est vraiment des raisons de consultation qu'on voit de plus en plus. Là. Même la clinique de Ferti, des fois, nous réfère des patientes soit en médecine bariatrique ou en chirurgie bariatrique, là, précisément pour de la perte de poids, envie de tomber enceinte.
Je pense que ça dépend de la sévérité de l'obésité de la patiente, ça dépend de... Moi, je pense que la place de la discussion partagée dans ces cas-là est essentielle. Tu sais, est-ce qu'elle est prête à subir une chirurgie bariatrique pour favoriser la fertilité? Est-ce que son obésité, justement, pourrait répondre très bien à des traitements médicaux puis l'amener justement à être capable d'avoir un enfant? Tu sais, ça dépend des patientes que vous avez en face de vous, mais 2 bonnes avenues. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est pas des pertes de poids extraordinaires là, qui sont nécessaires en obésité pour favoriser la fertilité. Fait que c'est de se questionner, est-ce qu'une perte de poids de 30 qu'on aurait, par exemple, avec un bypass est absolument requise pour cette dame-là versus un 5 à 10 des fois, on a plus avec les traitements médicaux qu'on combine, serait suffisant là, pour l'aider dans ce souhait-là d'être tomber enceinte, par exemple. Puis justement, d'y aller avec plutôt l'approche médicale là, avec un GLP-1, est-ce que quand on l'arrête, il va y avoir une plus grande prise de poids pendant la grossesse, puis là, on augmente le risque de diabète, de macrocéphalie? J'ai pas ces données-là, ouais. malheureusement. OK. J'ai pas ces données-là. On sait que chez les gens non enceintes, quand on cesse le traitement, là, il y a un regain de poids chez à peu près tout le monde. Donc, c'est pour ça là, qu'on préconise de poursuivre ces traitements-là à moyen long terme, puisque presque tout le monde reprenne leur poids, malheureusement. Là. Puis les délais de bariatrique, est-ce qu'ils sont un peu priorisés, ces femmes-là, ou pas vraiment? C'est une maudite bonne question. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui font en sorte là, que les gens sont priorisés. Le désir de grossesse dans leur éval, je ne sais pas à quel niveau. Il faut comprendre que c'est ça, il y a des patients, mettons, en attente de greffe pulmonaire ou de greffe rénale qui nécessitent une perte de poids avant d'être listés. Donc, il y a fort à parier que ces gens-là tombent plus haut. Mais il y a aussi beaucoup de patients qui ont des IMC supérieurs à 40, pas de comorbidité installée. Est-ce que les femmes qui désirent avoir une grossesse sont priorisées par rapport à ces gens-là? Je crois que oui, mais le détail de la priorisation m'échappe un petit peu. Il y a beaucoup de micromanaging qui se fait à l'UCPQ pour cette liste-là. C'est une infirmière réellement là, qui regarde les cas puis qui priorise les gens. Puis devant ces délais-là, vraiment très important, il y a de la chirurgie qui se fait au privé pour des patients qui ne nécessitent pas nécessairement de suivi là, par hospice au terme de la chirurgie. Fait que ça permet d'éloder un petit peu les listes pour des candidats. Je vais avoir une autre question. Puis si je peux me permettre pour répondre une petite affaire sur les suivis de grossesse, quand on a des patientes sur le GLP-1, il faut qu'ils l'arrêtent 2 mois avant de vouloir avoir. Dans le temps qu'ils sont sur un GLP-1, parce que j'en ai plusieurs qui perdent du poids là-dessus avant d'avoir une grossesse, il faut arrêter le GLP-1 2 mois avant de tenter d'avoir une grossesse, parce que à cause de la durée de vie, là, avec les 7 demi-vies, ils cuvent pendant à peu près 2 mois. Puis il n'y a pas de données, il n'y a pas beaucoup de données, puis il n'y a pas beaucoup de données non plus qui dit que si la femme elle tombe enceinte, puis elle est sur un GLP-1, mais ce n'est pas recommandé présentement. Fait que c'est les dernières données. J'ai eu à appeler au centre image parce que j'avais une patiente justement, je ne suis pas très fière de moi, mais elle consulte regain de poids pas chirurgie bariatrique, puis je débute un GLP-1 à 43 ans, G3, P3A0, tu sais. Puis finalement, elle est enceinte de comme 22 semaines. C'était notamment pour ça qu'elle avait repris du poids. Puis Image, ce qu'ils m'ont dit à Sainte-Justine, c'est qu'ils ont des données surtout sur les souris. Oui. Il n'y a rien de tératogène à donner un GLP-1 en grossesse. C'est la perte de poids, en fait, qui est néfaste, dangereuse pour le fœtus. Puis là, il y a tellement de gens sous GLP-1 que j'imagine qu'on va avoir des données humaines. Moi aussi, c'est ce que j'ai dit à Centre Image. Ils vont souvent avoir plein de données d'ici quelques années, parce qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup. Mais c'est à suivre. Moi, je suis sur les groupes de patients là, de Ozempic aux États-Unis, puis c'est une question qui revient souvent. Là. Beaucoup de gens semblent tomber enceintes sous traitement, que ce soit Mounjaro ou Ozempic. Fait que c'est certain qu'on va avoir des données probablement bientôt là, sur cette question-là. Une petite dernière question qui vient de la maison. Pour les ISCA ou les ARA en protection rénale, ce sont bien des effets de classe? À ma connaissance, oui, puis pour les SGLT2 aussi, ça semble être un effet de classe là, pour limiter la détérioration de la fonction rénale. Toutes les questions ont été répondues. Merci beaucoup, 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 Émilie. Émilie vient clore notre première journée. Je dis bien première parce que si vous avez aimé ça, vous allez remplir les évaluations, puis probablement que peut-être que l'année prochaine, il y aura une autre journée, là.
Tout le monde me regarde en souriant un peu drôle, là, mais bon, ceci étant dit, on espère que vous avez apprécié la journée. Je remercie encore Novo Nordisk qui ont permis cette formation-là aujourd'hui en version hybride. Donc, pour les gens ici qui étaient en salle au Capitole de Québec. Et pour ce qui est des gens à la maison, on espère que vous avez apprécié, malgré quelques petits problèmes techniques, mais je pense que c'était mineur, je pense que vous avez bien entendu. Donc, merci énormément à nos collègues Alain, Corinne et David. Dans les prochains jours, ils vont vous envoyer les présentations par courriel. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez toujours les contacter aussi. Ils vont répondre à vos questions, dont le tableau de Maccabée là, que Émilie a présenté. Il y en a des versions, je vais dire, plastifiées. Là, fait qu'au besoin, demandez-leur, ils vont aller vous voir. Pour les gens qui sont ici au Capitole, vous avez passez voir nos collègues pour prendre votre billet de stationnement. N'oubliez pas de faire les évaluations. Puis, bonne fin de journée et bon week-end. Merci tout le monde.